Cerno, une anti-enquête. Épisode 86. 3, 2, 1. On est dimanche matin et j'ai rendez-vous avec Mirail, rue de la Fontaine-au-Roi, devant le 66, là où il a vécu jusqu'à la fin du confinement et où, avec sa copine Irène, ils avaient perçu des présences avant d'apprendre qu'un meurtre avait eu lieu dans leur appartement et qu'il avait été commis par Thierry Paulin. C'est ce qu'on racontait dans l'épisode 84, cette histoire absolument hallucinante que j'arrive toujours pas à expliquer. Et donc j'ai demandé à Irène et Mirail s'ils pouvaient m'accompagner dans leur ancien immeuble pour qu'on rencontre les voisins et j'espère la doyenne de l'immeuble qui était là au moment du meurtre. Mais Irène n'a pas pu se libérer et c'est Mirail qui m'accompagne et je suis très content, j'ai rendez-vous avec lui. Et alors justement ce matin avant de partir, il y a une de mes anti-enquêtrices, Lisa Doll, qui est contributrice au Patreon, qui m'a envoyé le certificat de décès de la victime de la rue de la Fontaine-au-Roi. Alors en fait elle s'appelait Madame Rose, R-O-Z-E, veuve Frexès. Et je vous lis le certificat de décès. Le 25 juin 1986, nous avons constaté le décès paraissant remonter vers le 20 juin 1986. Ah oui, donc ils l'ont retrouvé 5 jours après, en son domicile, 66 rue de la Fontaine-au-Roi, Hélène André Rose, née à Paris 20e arrondissement le 27 août 1909, retraitée, fille de Émile Hippolyte Rose, décédé, et Anne-Marie Hélène Lozé, décédée. Veuve de Raymond Frexès, ce corps a été transporté à l'Institut médico-légal. Dressé le 27 juin 1986, 14h, sur la déclaration, etc., etc. Donc c'était Madame Rose, Hélène Rose. C'est un joli nom. Alors pourquoi ce meurtre n'est pas répertorié dans la liste des victimes de Paulin? Ça c'est un mystère. J'espère que j'en apprendrai plus à l'avenir. Là je suis rue Saint-Maur et je vais tourner rue de la Fontaine-au-Roi. Voilà, je vois le 66 et il y a Mirail qui m'attend devant. Il fait super beau. D'abord, l'objet convoité, le porte-monnaie. Âgé, seul et donc extrêmement vulnérable. Les autopsies ont toujours lieu à l'heure du repas. Je trouve que ça dérange. Je rentre chez les gens, je vais voir les gens dans la rue. Je veux être tranquille. Pour faire les courses, c'est un drame. Mais si je faisais une soupe de champagne. On sait qui c'est derrière. Franchère. Je fais ce que je veux, mais j'aime pas qu'on m'emmerde. Mais pourquoi? Cerno. Je l'ai trouvé laid et con. On verra bien où cette histoire me mène. Salut Mirail. Salut, ça va? Ça va et toi? Oui. Je viens d'arriver, ça me fait un peu bizarre de le voir cet endroit après presque 2 ans, mais bon, c'est comme des chapitres voilà, de nos vies qui... Voilà, j'ai l'impression que c'est une autre vie un peu, même si c'est pas si il y a longtemps que ça, quoi, mais bon. C'était un bon chapitre de ta vie ici? Oui. C'est plutôt des souvenirs assez sympas, donc oui. J'aimais bien le quartier, j'aime bien le 11e, et ça faisait longtemps que je voulais y vivre, et du coup, voilà. Donc c'était où? C'était au 2e, non? C'était au 2e, c'est ça. T'as le code? Waouh, c'est beau. Donc il y a du soleil ce matin. Ouais. Il y a une petite cour. Oui. Je pensais peut-être contacter les voisins avec qui on avait discuté. Que tu connaissais bien? Oui, relativement, oui. On avait passé quelques moments pendant le confinement. La fameuse soirée où on a découvert ces faits. Et la doyenne, tu dis, elle habite dans la cour? Ah oui, il me semble, mais je sais pas exactement. Peut-être qu'ils vont pouvoir nous renseigner. Normalement, c'est ici qu'ils habitent, mais... On dirait qu'il n'y a personne. Il y a quelqu'un. Bonjour, ça va? Je suis Mireille, je suis votre ancien voisin. On a habité ici il y a 1 an et demi, 2 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On avait fait pendant le confinement un petit apéro. Et en fait, je suis avec un ami Julien qui fait une enquête sur un des appartements ici.
parce qu'enfin on a appris qu'il y a eu un meurtre dans cet appart. Et je sais que c'est la doyenne de cette cour qui nous a raconté ça, et on voulait voir si on peut la contacter, si on peut lui parler. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est pas moi la doyenne. Non, mais je sais. Mais est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous savez si elle est toujours par là? Ouais, elle habite en haut. Là. C'est vrai? Ah, super. Vous n'avez pas son numéro de téléphone? Je suis fatigué. Ah oui, désolé. Ouais. Il a dit qu'il était fatigué? Ouais. Bon. On va essayer de... Il a dit au 3e? Je sais pas. Donc on monte chez la doyenne de l'immeuble. Ça va? Je suis désolé de te mettre dans cette situation. Non, mais on va essayer d'aller au 3e. Peut-être je te laisse y aller tout seul. Et tu m'appelles si... Ouais, ok. Ok? Je vais essayer, ouais. Je peux rester là dans l'escalier? Ouais, ok. Il est monté tout seul. Il m'a frappé tout seul à la porte, parce que j'ai pas envie de faire peur à la vieille dame. Oui? Oui? Bonjour madame. Vous êtes la doyenne? La doyenne, oui. D'accord. 83. Moi mon prénom c'est Julien. Et vous, votre prénom c'est quoi? Françoise. Françoise. Et vous connaissez Mirail? On s'est croisés pendant le confinement, on a fait... On a fait tellement de parties dans cette cour, ce confinement. Oui. C'est vous qui vous étiez vu dans la cour et vous aviez raconté à Mirail l'histoire du meurtre qui avait eu lieu? Le meurtre, oui. Je me souviens même plus qui l'a fait, je me souviens plus du nom. Thierry Paulin, apparemment. Ah oui, il était... oui, puis il est mort du sida en prison. C'est ça, exactement. Ouais. Oui. Et c'était qui cette dame alors? Vous vous souvenez? Je l'ai rencontrée plusieurs fois, je lui disais bonjour, puis c'est tout. Ça s'est arrêté là, elle était très aimable et tout, mais la pauvre, elle a ouvert malencontreusement ce soir-là à ce type, voilà, qui l'a étranglé. Et comment vous avez eu vent de l'histoire? Les journaux, et puis je vous dis, il faisait hyper chaud en plus, donc c'est la voisine que je connaissais qui a senti une odeur, et c'est elle qui a averti la police qu'il y avait certainement quelqu'un qui était mort. Donc c'est comme ça qu'ils sont venus chez elle, quoi. D'accord. Voilà. Quand on l'a appris, oh là là. Qu'est-ce que ça vous a fait? Terrible, parce que moi je dis mais pourquoi il y a beaucoup de bruit dans la cour? J'ouvre la fenêtre et puis je vois que plein de journalistes étaient dans la cour, et après j'ai vu le cercueil descendre. C'est là que j'ai compris plus les journaux, alors voilà. Qu'est-ce que ça vous a fait? Ça fait mal, et ça fait peur. Parce que ce meurtrier n'était pas arrêté, on ne savait pas qui l'avait fait. Donc en plus ça, il faisait hyper chaud, donc toutes les fenêtres étaient ouvertes, j'avais peur, on fermait, on était un petit peu sur les dents. Ça... Et donc c'était une femme qui était veuve? Oui, je crois, mais je n'ai pas de détails là sur cette dame. Oui, elle était veuve, oui, certainement. Oui, elle était toute seule, mais je ne connais pas ses détails, non, je ne connais pas. J'ai vu qu'elle s'appelait Hélène Rose. Ah bon? En plus? Oh, c'est trop joli. C'est beau? Oui, c'est vrai. Je connaissais peu, mais bon, je lui disais bonjour pour être poli, mais c'est tout, je ne lui ai pas parlé particulièrement. Elle ressemblait à quoi? Dans vos souvenirs, elle était comment? Elle avait un fichu sur la tête, elle faisait vieille pour moi, mais elle était peut-être pas si vieille que ça, mais pour moi, elle était vieille, voilà, c'est tout. Vous étiez toute jeune? N'est-ce pas? À l'époque, vous étiez toute jeune? Voilà, 40 ans, 43. Et vous avez eu peur quand même? Oui, on ne savait pas qui avait fait ça, surtout qu'il y avait plusieurs meurtres dans Paris. Il en avait fait plusieurs, dont cette pauvre femme, voilà.
C'était un moins que rien, mais il était drogué. C'était surtout la drogue qui l'avait... Voilà. Oui, il cherchait de l'argent pour se droguer. Ouais. Du coup, j'imagine que ça a dû changer votre façon de vivre ici. Vous avez dû être beaucoup plus prudente. Non. Non. Pareil. Tant pis. Inch'Allah. Vous avez quel caractère, Françoise? Gai, d'habitude. Mais en ce moment, je vais pas très bien, alors je ronchonne. Mais sinon, je suis gaie. Et vous êtes arrivé quand dans cet immeuble? En 82, j'ai acheté en 82. Donc juste avant le meurtre, 4 ans avant. Oui, juste avant. Oui, juste avant, voilà. Et vous faisiez quoi comme métier, vous, à l'époque? À l'époque, quand mon mari m'a foutu dehors, voyons, j'étais secrétaire à l'archevêché de Paris avec le cardinal Lustiger. C'était l'archevêque de Paris. C'était quelqu'un qu'on interrogeait souvent à la télé, qu'on voyait très souvent. Ma hantise, c'était ça, parce qu'il fallait que je traduise ce qu'il disait à la télé. C'était ma hantise. Et je faisais son courrier aussi, je tapais son courrier, entre autres, voilà. C'était un bon travail? Oui, très intéressant. Très intéressant. Qu'est-ce qui était intéressant? Tout ce qu'il racontait. Je comprenais pas grand-chose, parce que la théologie, c'est pas mon fort. Je connais pas. Alors donc, j'étais catholique quand même. Je suis catholique quand même. Et je suis entrée par une amie qui connaissait bien, et c'est par lui que j'ai pu avoir cette place à l'époque. À l'époque, on trouvait du boulot. Et pourtant, ça faisait 15 ans que j'avais pas bossé. Vous n'aviez pas bossé parce que vous étiez mariée et vous avez dû avoir des enfants? En province. J'avais pas d'enfants, mais j'étais en province. Et on voulait pas que je travaille. Ça se faisait pas dans un... Ah bon? Ah ben non, parce que je faisais partie du gratin de la ville. Alors ça se faisait pas de travailler. Quelle province? Les Deux-Sèvres, Niort. C'est très bourgeois? Oui, entre autres, oui, pas mal. Enfin, j'étais dans la bourgeoisie. Je faisais partie des... Oui. Je me suis ennuyée comme un rat mort, mais pas sans. Parce que votre mari avait une position importante? Voilà, c'est ça. Très connu dans la ville. On avait 3 magasins. Voilà, c'est ça. Et vous dites s'il vous a foutu dehors? Oui, il m'a dit de partir un jour. Sympa, hein? Pourquoi? Je n'avais pas travaillé. Ah, il m'a pas expliqué. Il m'a pas expliqué. C'est violent. Ça l'a été sur le coup, mais enfin bon, faut avaler, hein. On avait fait construire une maison à Niort et j'en ai eu la moitié. C'est grâce à cette moitié que j'ai pu acheter l'appartement. D'accord. Enfin, en partie. Voilà. Et vous avez pu vous reconstruire? Grâce à cet appartement, vous avez trouvé un travail et vous avez dû vous reconstruire psychologiquement, j'imagine. Bien sûr, oui, tout à fait. Et ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé, mais oui, maintenant ça l'est moins. Enfin, quand on vieillit, c'est beaucoup moins. Qu'est-ce qui se passe quand on vieillit? On est malade et on ne sait pas pourquoi. Ah oui. Tout le temps? Non, pas tout le temps. J'ai fait des beaux voyages aussi. J'en ai profité pour faire quelques beaux voyages. Vous êtes allé où? Eh bien, pour mes 60 ans, je me suis payé le Brésil. Donc, j'ai été un peu partout. Enfin, j'ai fait pas mal de voyages, voilà. Et comment vous vous occupez maintenant, Françoise? Comment vous passez vos journées? Vous dites que vous êtes malade, mais j'imagine que vous devez vous occuper. Pas beaucoup. Je fais partie d'une association, l'Âge d'Or, et je vais à des conférences ou des théâtres, voilà. On fait partie de... Mais en ce moment, je ne vais pas bien, alors j'annule, mais j'en fais partie. Voilà. Du coup, vous vous ennuyez pas trop? Jamais. Non. Je ne sais pas pourquoi, jamais. C'est comme ça. C'est dans le caractère. Comment on fait pour bien vieillir? Avoir des projets. Hein? Par exemple, je suis triste parce que je ne peux plus aller voir ma famille qui est loin. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais les revoir. Je ne les ai pas vus depuis 2 ans à cause du Covid. Ah ouais, oulala. C'est ma seule famille et elle est
en Europe centrale, en Slovaquie. Puis comme le pays est plutôt strict, on ne peut pas voyager comme on veut, alors voilà. Alors je suis coincée, sinon je voudrais bien les revoir. Et donc, vous ne voyez personne? La cour, tout le monde me connaît. Ouais. Tout le monde me mène les courses ici. Voilà, je connais tout le monde. Bon, merci beaucoup, c'est précieux tout ce que vous m'avez dit, parce que je travaille sur cette affaire criminelle, en fait, depuis 3 ans. Vous êtes la seule à avoir connu cette dame maintenant ici? Non, parce que elle était, je sais plus, Laurence Boyer, je me souviens plus si elle était... Je pense qu'elle n'était pas là encore. C'est la personne qui fait la gestion de l'immeuble aussi. Elle l'a fait plus maintenant. Non. Okay. Bon, j'espère qu'on vous a pas trop dérangé. Non, pas du tout. Surprenant. Surprenant. Vous n'avez pas eu peur? Non. Bon, merci Françoise. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Plusieurs dames seules et âgées ont trouvé la mort de façon violente depuis un mois dans un périmètre de 1500 mètres autour de la butte Montmartre. La police enquête pour l'instant. Oula. C'était un peu très... Je crois que j'ai le numéro de Madame Doyer dont elle parlait. Ah oui? On peut l'appeler? Ouais, j'espère l'avoir encore. Allô? Oui, bonjour Madame Doyer. Oh, bonjour, je suis Monsieur Tranca, j'ai habité au 66 rue de la Fontaine-au-Roi, escalier A. Je vous appelle au sujet d'une petite histoire qu'on a appris pendant notre séjour ici il y a 2 ans. En fait, on habitait au 2e étage en face et c'est Madame la doyenne qui nous a raconté d'un meurtre qui a eu lieu dans cet appart. Et on se demandait, j'ai un ami qui fait des podcasts qui est très intéressé par cette histoire, qui suit l'histoire depuis 3 ans déjà. Et on se demandait si vous aviez peut-être plus de détails à nous donner. On est dans la cour, je ne sais pas si c'est le bon moment pour vous. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Bonjour, on voit une dame là-bas. Ah, ok. Bonjour madame. Vous pouvez descendre? Ça vous dérange pas? Oui, ouais. Merci beaucoup. T'es formidable, Mireille. On attend Madame Boyer qui va descendre. C'est vraiment joli cette cour. Il y a le soleil. Et, non, c'était bien. Et l'appart, il donnait aussi là-dessus, sur cette cour? En fait, la pièce la deuxième pièce, la chambre à coucher, c'est cette fenêtre-là. À droite, fenêtre à droite, au deuxième, oui, où il y a le pot rouge. Voilà, c'est ça. Elle arrive, Madame Boyer. Bonjour, Madame. Bonjour. Excusez-nous de vous déranger un dimanche matin. Dimanche, c'est un jour. Bonjour, tu vas bien? Bonjour. Donc vous, ça fait longtemps que vous habitez ici? Oui, mais attendez, non, d'abord je vous pose une question. Comment vous avez eu mon numéro de téléphone? Parce que moi j'ai habité ici, j'ai habité au 2e étage en face. Oui. Et du coup, en fait, on a fait un apéro un jour et c'est à ce moment-là qu'on a rencontré Madame la doyenne qui nous a raconté l'histoire de cet appart parce qu'on avait dit qu'on avait senti Quand vous dites Madame doyenne, vous pensez à qui? C'est Madame Vassal. Madame Vassal. Oui, d'accord, voilà. Oui. On vient de la voir. Elle nous a raconté les choses? Elle nous a raconté qu'effectivement, il y avait eu un meurtre au 2e étage. Et c'est l'appartement où vivait Mireille avec sa copine Irène. En 86, j'habitais là, moi. En 86, vous habitiez ici? Oui. C'était en juin. J'ai acheté en 82. Et vous n'avez pas entendu parler de l'histoire? Non, je ne vais pas vous dire que je n'ai pas entendu parler, que je ne me rappelle plus. Ah. Donc, donc vous saviez qu'il y avait... Non, vous activez quelque chose là, un souvenir qui n'est pas resté dans ma mémoire. Mais du coup, ça vous rappelle quelque chose? Non. La victime s'appelait Hélène Rose. C'était une vieille dame à l'époque. Moi, j'ai acheté en 82, donc oui, j'étais là. Non, je ne vais rien pouvoir vous dire. C'est une dame donc, qui a été tuée par Thierry Paulin. Ça vous dit quelque chose, Thierry Paulin? Rien du tout, c'est marrant. Enfin, franchement. Et là, Françoise, elle se rappelle, elle? Oui, elle se rappelle, ouais. Elle a une meilleure mémoire que moi. En tous les cas, ma mémoire, elle fait du tri, quoi. Enfin, je veux dire... Mais en général, vous avez une bonne mémoire ou c'est... Non. C'est vrai que dans la question de la mémoire, il y a plusieurs choses. Les souvenirs d'il y a longtemps, souvent, on les garde. Ouais. Celui-là, je ne l'ai pas gardé. Ou alors peut-être que vous n'avez pas été au courant.
Ça m'étonnerait parce que je suis quand même impliquée dans la copro depuis longtemps. J'étais membre du conseil syndical. Enfin bon, non, j'étais présente. Enfin, ça m'étonnerait que ça m'ait échappé, quoi. Enfin, que je n'ai pas eu, à l'époque, je l'ai pas su. Hein. Parce que c'est une histoire qu'on n'oublie pas. Ben non, je suis d'accord avec vous. Hein. C'est vrai que c'est une histoire qu'on n'oublierait pas. Avec 21 meurtres avoués, Paulin ce soir prend place parmi les plus grands criminels de droit commun de ce siècle en France. Il dépasse de loin Landru et n'est plus très loin du record du docteur Petiot, guillotiné en 1946 pour avoir tué 24 personnes pendant l'occupation. Thierry Paulin, c'était un tueur en série. Il tuait précisément des vieilles dames. Il en a tué entre 30 et 40, dont cette dame, Madame Rose, qui habitait là au 2e étage, là où on voit les fenêtres. Bonjour. Bonjour. C'était comment ici, la cour et tout, le quartier dans les années 80 C'était aussi joli? Donc toutes les plantes, elles sont venues plus tard. Avant, c'était simplement une cour pavée. Et puis voilà, et puis bon, moi, le quartier, à l'époque, il était moins bobo qu'il l'est maintenant. Hein. C'était quel genre de quartier? Quel genre de sociologie? Eh ben, il y avait, ici, il y avait des artisans au rez-de-chaussée. Donc tous les rez-de-chaussée, c'était des artisans. Donc il y avait un mélange de gens qui travaillaient, d'artisans, et puis de gens qui habitaient. C'était classe moyenne. Alors après, sur le bâtiment A, où le meurtre a eu lieu, voilà, c'était plus populaire parce qu'en fait, c'était des propriétaires qui louaient et c'est des petits appartements, hein, des studios 2 pièces. Alors que là, nous, enfin moi par exemple, il y avait un artisan aussi avant. C'est des grands appartements, enfin assez grands quoi pour ici quoi. Alors que bâtiment A, c'est 1 ou 2 pièces, quoi. À chaque fois, c'est des petits logements. Et moi, j'ai acheté parce que je suis tombée amoureuse de la cour. Ah bon? Oui. Voilà. Et puis, bon, après, les propriétaires du rez-de-chaussée se sont appropriés la cour en fleurissant, enfin, en mettant des plantes, ils les entretiennent et tout ça. Enfin, tout ça, c'est fait que par il n'y a pas de jardinier. Hein. C'est fait par les copropriétaires. Et entre 1982 et 2022, donc il y a 40 ans qui sont passés, vous avez été heureuse ici? Oui. Pendant 4 ans, je n'ai pas habité là parce que j'étais à l'étranger avec ma famille. Vous étiez où? L'île Maurice. Ah oui. Non, dites pas que c'est magnifique, que c'est merveilleux. C'est pas la même chose quand on est touriste et quand on vit là-bas. C'est autre chose, c'est un autre sujet. Enfin bon, voilà, donc j'étais 4 ans à l'île Maurice. Et voilà, oui, non, j'ai toujours plaisir à habiter là. Le seul petit problème que j'ai, c'est que je prépare mon vieillissement et que c'est des escaliers et une cour pavée. Et ça me stresse et je me dis il faut que je déménage et j'ai pas envie. Et puis je me raisonne, mais si, il faut que tu y ailles. Madame Vassal, elle a sa cannelle. Hein. Vous avez encore de belles années devant vous, non? Oui, bien sûr, mais si pour passer le cap, faut pas attendre, quoi. Enfin, après, on n'a plus l'énergie, etc. pour prendre l'appartement, le vider, hein, parce que je dirais, hein, bon. Surtout, vous n'avez pas envie de partir. Ben non, mais enfin, il y a le côté pas envie, et puis le côté, c'est pas sérieux de rester, quoi, parce que c'est 2 étages, voilà, et puis la cour pavée, hein. Est-ce que vous avez quel âge aujourd'hui? Je peux vous demander ou... Bah ouais, vous pouvez, hein, allez-y. Hein. Quel âge vous avez? 67. C'est pas maintenant, là, tout va bien. Hein. Je suis en bonne santé, j'ai aucun problème de santé. Mais bon, voilà. Et puis bon, j'ai un 5 pièces. Hein. Moi, toute seule, j'ai pas besoin. Hein. Parce que vous vous êtes retrouvée toute seule? Ben, mes enfants sont partis, je suis veuve. Voilà. Ben ouais, y a plein de femmes comme moi hein, qui vivent seules maintenant. Hein. C'est la vie, hein, c'est comme ça. Hein. Les victimes, des dames âgées, qu'ils suivent jusque chez elles, ligotent, torturent et tuent. Qu'est-ce que c'est la vie pour vous? Ah, une bonne question. Pendant 3 ans, enfin les 3 dernières années de la vie de ma mère, qui est décédée là en novembre, donc il y a peu de temps, elle était en EHPAD, elle a fait un AVC, et là, à partir de ce moment-là, j'ai considéré que sa vie n'avait plus de sens. Le seul sens qu'avait sa vie, c'était de financer les postes d'aide-soignante, c'est tout. Donc pour revenir à votre question, quel est le sens de la vie? Ben, la vie, elle a du sens
si on est utile à la société. Voilà. Si on participe, si on s'engage, si on fait des choses pour sa famille, bon, pour son travail ou dans la vie associative. Mais la vie, elle a du sens si on participe, on apporte sa contribution à ce qui se passe dans notre société. Voilà. C'est-à-dire qu'une vieille personne isolée, oui. Ça n'a plus de sens ? Attendez, je dirais, elle était hémiplégique, du lit au fauteuil, du fauteuil au lit. Elle pouvait encore manger avec sa main droite, mais elle ne pouvait plus couper. Donc il fallait être présent et puis pousser l'assiette pour apporter le yaourt. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà, évidemment, des troubles du langage aussi et de la communication. Important, sa vie n'avait plus de sens. Des troubles de la mémoire massifs, donc là, pouf. Voilà, donc effectivement, cette vie n'a plus de sens. Donc le sens de la vie, c'est l'utilité. L'utilité sociale, hein. Sociale. Dans la société, hein, voilà. Ouais. L'utilité sociale, prendre sa part à la construction de ce qui se passe ici aujourd'hui dans la société. Donc c'est pour ça que moi je suis engagée dans des associations, plusieurs associations, et voilà, parce que je veux pas rester chez moi tout le temps devant la télé, sur ma tablette un peu, quoi. Mon angoisse là aujourd'hui, c'est effectivement comment faire pour ne pas terminer comme ma mère, parce que je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Si ma vie c'est que ça, là, être dans un EHPAD, à même plus rien faire, non, franchement, je préfère mourir. Hein. Comment ? Idéalement pour moi, ça serait en Suisse, hein, puisque nous n'avons pas de loi en France, hein, sur le droit au suicide assisté. Mais je sais aussi que cette possibilité-là de mourir en Suisse, ça n'est pas possible si on n'a plus conscience de ce qu'on est. Donc, je suis coincée. Voilà. Ouais, c'est un gros sujet. Hein. Oui, c'est un gros sujet. Il y a des gens qui m'ont dit que donc ce Thierry Paulin, là, qui a tué entre 30 et 40 vieilles dames, oui. Certaines personnes m'ont dit que parfois, ils considéraient qu'il les avait délivrées d'une vieillesse dans la solitude et dans les difficultés. C'était son intention ? Non. Je pense que là, on sait pas trop quelle était. Non, on sait pas trop quelle était son intention. Peut-être l'argent, peut-être qu'il y avait du sadisme, on sait pas. Parce qu'il les a pas mal torturés quand même. Oh non, j'ai pas envie de terminer comme ça, mais même si je suis hors service entre guillemets. Ouais, il faut une mort douce. Oui, bien sûr. Et vous aimez vivre ? Oui, j'ai aimé vivre, j'aime vivre, mais je suis envahie par ce dont je vous parle là en ce moment. Quand je suis toute seule, je rumine, j'essaye de voir comment je peux organiser les choses pour que ce soit pas compliqué pour mes enfants, toutes ces questions d'argent, mettre de côté de l'argent pour payer le salaire des aides-soignantes. Après, il y a aussi des gens qui vivent bien et qui sont capables de marcher sur une cour pavée, de monter des escaliers. Et ça arrive aussi. Hein. C'est pas une fatalité, quoi. Sais. Mais je sais pas comment je vais vivre, moi. Parce que là, en sortant, là, peut-être que je vais avoir un accident de voiture. Vous aimeriez ? Non, quand même pas. Ah non, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie d'avoir un accident de voiture. Parce que c'est comme le suicide. On ne sait pas si on va se rater. Hein. Vous l'avez déjà envisagé, le suicide ? À vous dire franchement, jusqu'à maintenant, non. Mon mari s'est suicidé, lui, à la maison, mais je n'étais pas là. Hein. Et maintenant, je me dis... bonjour. Je me dis, j'aimerais bien avoir le courage qu'il a eu. Parce que moi, je ne me vois pas le faire. Parce que je ne veux pas me rater, en fait. Lui, je ne sais pas comment il a fait pour ne pas se rater. Parce qu'en fait, c'est ça le pire, hein, c'est quand on se rate. Hein. On a le cerveau qui est encore plus ramolli. Ou qu'on n'a plus les jambes ou je sais pas quoi, qu'on est handicapé. Pourquoi il s'est suicidé ? C'était un artiste, un poète. Il a charrié aussi peut-être des choses de sa vie d'avant. C'est compliqué, hein. On ne sait jamais ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Et comment vous vous êtes remise de ça ? C'est difficile parce que il y a de la culpabilité. J'ai rien vu venir. Au contraire, il était dans une étape de sa vie où il allait mieux par rapport à des périodes où il allait pas bien. Donc il allait mieux, il avait des projets. Il devait aller à l'île Maurice, voir ma fille qui avait eu un prix
de jeune auteur de théâtre et tout ça. Enfin bon, voilà, il était dans une dynamique parce qu'il avait pris son billet d'avion. Il était mauricien ? Oui, il était mauricien. Indo-mauricien. D'accord. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas. Il vous a pas laissé de lettres ? Si, mais bon. Si, il a laissé une lettre. Il a laissé aussi un texte poétique qu'on a publié après. Mais ça dit pas tout, une lettre. Voilà, quoi. Je suis désolé pour vous. Ah bah non, mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est la vie, hein. Et pour en revenir à votre question, maintenant je me dis, si j'avais le courage comme lui de le faire, je le ferais, quoi. Moi, je vous trouve assez speed. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui réfléchissait, que vous avez une tête bien faite et qu'en fait, ça peut bien se passer aussi, quoi. Bah oui, mais vous voyez que je me rappelle pas de 86. Mais à mon avis, soit c'est parce que c'était trop dur. Vous avec moi, Madame Vassal. Hein. Oui, mais soit c'est parce que vous avez occulté ça de votre mémoire, soit c'est parce que vous n'avez pas été au courant. Mais si, j'ai dû être au courant, c'est pas possible. Si Françoise elle a été, je l'ai été. Enfin, je veux dire, bon. C'était au mois de juin, c'est ça ? Oui. 86. Apparemment, donc c'était dans la chambre là où la fenêtre est ouverte maintenant. Ouais. Et on a découvert le corps 5 jours après. Ouais. Mais non, mais là maintenant que vous en parlez, il y a peut-être quelque chose qui remonte un petit peu à la surface, mais vraiment... Qu'est-ce qui remonte ? Un vague souvenir ? Bah oui, ce que vous me racontez là, effectivement, que ça a duré 5 jours. Maintenant que vous me dites ça, oui. Effectivement. C'est cet indice-là dont vous me parlez qui me rappelle effectivement qu'il y a eu quelque chose d'étrange au bâtiment A. Ouais, maintenant, là, ça me revient. Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est que... Donc, moi, je travaille sur cette affaire Thierry Paulin depuis 3 ans. Et j'ai fait la connaissance de Mirail le 31 décembre, chez lui, au Réveillon. C'est un ami de très bons amis à moi, qui a donc vécu ici dans l'appartement. Et avec sa copine Irène, ils sentaient une présence tous les deux. Moi, je sentais une présence féminine, une personne âgée, et Irène sentait une présence masculine. Dans l'appartement, autour du lit, dans la chambre à coucher. Et c'est un jour, dans un apéro, en parlant avec Françoise, qu'ils ont appris qu'il y avait eu un meurtre dans l'appartement, et ça, ce qui a expliqué... Mais vous croyez aux fantômes ? Aux fantômes, non, mais qu'un appartement puisse vivre, peut-être, quoi. Enfin, oui. Moi, je sais pas, je prends l'exemple de mon mari. Chez moi, il est présent. Mais bon, c'est parce qu'il y a des affaires personnelles. À lui, à moi, des photos, etc. Et que vous avez le souvenir de lui ? Oui, bien sûr, hein, voilà. Non, moi, je crois pas aux fantômes, mais... Non, je crois pas. Mais... Là, c'est quand même troublant, parce qu'avant de savoir, ils avaient tous les deux, séparément, en fait, ressenti des choses très précises qui collent vraiment avec cette histoire de meurtre. C'est vraiment très étrange. Ouais. Et vous savez qui vit là, maintenant ? Donc, il y avait Mirail, mais ils ont déménagé il y a 2 ans. Eh bien, écoutez, à ma connaissance, la propriétaire, elle n'a pas vendu, donc ça doit être encore loué. Vous avez frappé ? Non, mais on veut pas trop leur raconter, en fait. Je trouve que ça peut être désagréable de savoir qu'il y a eu un meurtre chez vous. C'est sûr, oui. Déjà, j'espère que je vous ai pas trop... vous a pas trop affecté ? Non, mais ça me touche de me dire, mais merde, je me rappelle pas d'un événement comme ça dans la copro. Il y a une autre personne qui est toujours propriétaire, qui était propriétaire à l'époque. D'accord, qui est sympa ? Oui. Après, effectivement, de cette époque-là, on n'est plus que 3. Donc, Madame Vassal, moi et Frédéric. On peut aller la voir, cette personne, ou l'appeler ? Elle vit pas tout le temps ici. Ah, ok. Elle est souvent absente. Là, c'est dimanche, à mon avis, elle ne doit pas être là. On peut aller frapper, mais... On essaye ? Oui. Ça vous dérange pas ? Non, pas du tout. Escalier B. Oui. Je parle. Oui, il faut l'expliquer. Il y a un
Je suis avec deux messieurs. C'est un monsieur qui m'a interviewé à propos d'un événement qui s'est passé dans la copropriété en 86. Une vieille dame qui avait été... Oui. Vous vous rappelez? Oui, je me souviens. Voilà. Oui. Donc il a interrogé Françoise, moi, et puis Et dans quel but? Parce qu'en fait, je travaille sur cette affaire criminelle. Oui. Et je suis ami avec quelqu'un qui a vécu dans l'appartement, qui est là, Mirail. Je sais pas si vous vous souvenez. Non, pas du tout. Qui était locataire. Qui était locataire. Oui, Mais maintenant, ça commence à me revenir un petit peu, votre visage. Pardon de faire éruption chez vous. Non, mais écoutez, je peux absolument rien vous dire. Moi, cette dame, je la connaissais pas du tout. Je crois que je l'ai jamais rencontrée. Et en fait, j'avais vu qu'il y avait eu cette histoire. Je me souviens, je fêtais l'anniversaire de mes enfants. Et j'étais allée racheter quelque chose là au petit supermarché. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait tout le monde à la porte et qu'on m'a dit que cette dame... il y avait eu un assassinat. Ça, oui. Voilà, ça, je me souviens de ça, mais c'est absolument tout. Comment vous avez réagi, vous? Oui, j'ai été choquée, je pense, comme tout le monde, hein, mais voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Vous savez ce qui s'est passé? On vous a raconté? On m'a dit qu'il y avait une voisine qui avait senti une odeur, voilà, c'était Mme Gilbert, hein, voilà, et qu'elle avait appelé la police et qu'on avait retrouvé cette dame qui était morte depuis apparemment plusieurs jours chez elle, assassinée, mais sans plus. Vous savez par qui? Ah non, pas du tout, non. On m'a simplement dit que c'était pas le fameux Guy Georges, parce qu'il était en prison à ce moment-là, c'est tout. C'était Thierry Paulin. Ou Thierry Paulin, ou je confonds, oui, voilà, Thierry Paulin, voilà, qui avait tué pas mal de vieilles dames. Voilà, que c'était pas lui parce qu'il était en prison, c'est tout ce qu'on m'a dit. Ah bon, c'est pas lui? À suivre. Nous sommes au milieu d'un monde qui n'est pas toujours très beau. On a ce devoir de mémoire. Oui, Jacqueline, oui. Vis-à-vis des victimes, qui sont si importantes. Cerno. Merci à tous les contributeurs au Patreon de Cerno qui financent ce podcast, ainsi qu'à Mirail et à Théo Boulanger pour les nouvelles musiques. Je donne rendez-vous aux abonnés au Patreon dimanche prochain pour un nouveau complément d'anti-enquête, et à tous les autres dans 15 jours sur votre appli de podcast pour l'épisode 87. D'ici là, ne laissez pas traîner vos grands-mères.